Le cercle RH, le débat quotidien comme chaque vendredi, avec beaucoup de choses aujourd'hui dans l'actualité. Évidemment, Paris-France 2030, France Invest 2030, on peut l'appeler de plusieurs manières. Ce sont cette grande conférence menée par le président de la République. On va revenir sur ces annonces et des petites phrases aussi sur travailler plus, est-ce que c'est la fin des 35 heures? Et puis, on parlera des critiques aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, même du monde de l'industrie, un peu surpris des annonces du président. Et puis, on parlera du pouvoir d'achat, la hausse du carburant, le gouvernement qui s'interroge. Mais ça a un lien, on en parlera sur l'emploi, parce qu'il y a des demandeurs d'emploi qui disent « mais je ne peux pas aller travailler ». Parce que, évidemment, le carburant monte, l'électricité monte, et en fait, travailler ne me sert à rien, puisqu'en fait, je ne dégage rien. C'est un vrai sujet, évidemment, qui, de manière indirecte, touche à l'emploi. Je vous présente mes invités. 3 invités sont avec moi en ce moment. Jean-Claude Beaujour, merci d'être là, avocat international en droit des affaires et vice-président de France-Amérique. Merci d'être avec nous. Cyril de Kéral, bonjour Cyril. Bonjour. PDG de Powell Software et membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Vous avez vu, maintenant, je sais bien le dire. Très bien. C'est parfait. Et Pascal Johannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, avec plusieurs livres que je présente à chaque fois, l'Atlas. Oui, et permanent sur l'État de l'Union pour présenter les États membres et la zone euro, etc. Exactement. Et le deuxième ? Le rapport Schuman 2021. Et voilà, je laisse faire mon travail en fait. Voilà, Bonjour. le rapport Schuman sur l'Europe, on le voit. On commence par cette conférence de presse, qui n'est d'ailleurs pas une conférence de presse, qui était une sorte de grand show sur scène avec un micro main. Tout ça a été commenté par les médias. Comment vous l'avez trouvé, ce président, dans ses annonces ? 30 milliards, on va sauver l'industrie verte, l'hydrogène, une sorte de grand plan presque Marshall. Est-ce que vous avez été séduit par cette idée, évidemment dans un contexte de voire même de campagne présidentielle? Parce que, évidemment, ça n'aura échappé à personne. Il enjambe 2022, le président Macron. Oui, mais c'est un homme politique et c'est normal. En même temps, on serait surpris qu'il ne fasse pas cela. C'est le contraire qui était étonnant. En revanche, moi je pense que la réindustrialisation ne se décrète pas. Elle ne s'invente pas, elle se travaille sur du moyen, long terme. Réindustrialiser, c'est identifier nos pépites, c'est avoir plus de scientifiques, c'est remettre de la culture scientifique et conserver nos ingénieurs. On l'a déjà dit peut-être sur votre plateau. Vous voyez le décalage entre le nombre d'ingénieurs que nous produisons et ceux d'autres pays. Nous produisons, si mon chiffre est bon, moins d'ingénieurs que l'Indonésie ou que la Corée du Sud. Il faut que nos polytechniciens fassent leur... Je dis eux parce que simplement c'est une caricature. Pas que de la finance, quoi. Beaucoup vont faire de la finance. C'est ça, on est d'accord. Donc c'est cela. Et puis arriver... non, mais beaucoup vont faire de la finance. Cyril n'est pas d'accord, mais... Je dis eux, mais c'est ça, l'idée principale au-delà de la caricature, c'est véritablement redonner une culture scientifique à notre pays, identifier les pépites et aider, moi je l'ai déjà dit, aider les entreprises qui en ont besoin. Quand on parle de microprocesseurs... Il y a 30 milliards qui sont annoncés, on ne sait pas trop où ils vont aller d'ailleurs. Oui, mais par exemple, on a la société Sipel qui développe des microprocesseurs. Ce sont des gens qui ont besoin qu'on investisse massivement avec eux. C'est un exemple. Vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes polytechnicien, Cyril, ou pas? Non. Mais... Ça vous a choqué? Non, c'est pas... Voilà. C'est la guerre. Mais moi, j'ai quand même en mémoire... ce qui s'est passé avec la French Tech. Moi, je fais partie avec Powell Software de la French Tech. C'était 2013, non? Voilà. C'est ça. Et il y a eu vraiment cette volonté, quand même, du gouvernement, même avant Macron, qui a voulu vraiment... Hollande, avec Fleur Pellerin, avec tout ça. Et en fait, aujourd'hui, on a créé vraiment une vraie émulation et on n'est pas les premiers en Europe. Mais on a vraiment progressé et on est vraiment... Mais il y a quoi? Il y a un côté psychologique, même par l'intitulé, de se dire que la France, elle pèse... On a dit c'est une priorité, donc en fait, ça a créé une émulation. C'est vrai. On a voulu faire en sorte qu'il y ait plus d'ingénieurs du numérique, du coup, pour soutenir ça aussi. Il y a eu une vraie décision proactive et je trouve que le résultat est quand même pas mauvais. Et je pense que ça fait partie de l'inspiration qui est née chez le gouvernement en se disant... on a vu qu'il y avait besoin aussi d'avoir un peu plus de souveraineté sur l'industriel. Voilà, il faut y aller. Et moi, ce que j'aime bien dans leur plan, c'est le fait qu'ils en aient choisi 10 sujets. Ils n'ont pas dit on va tout faire. C'est vrai. Et il y a un côté concentration. L'État stratège, parce que c'est un peu ça l'idée. On choisit des thèmes. Voilà, on ne met pas... Jean-Claude a raison, sur les semi-conducteurs, il faudrait mettre beaucoup, beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'en fait, on a quand même
quand même, on concentre nos investissements, et ça, je pense que c'est source de succès aussi. Le plan France, alors on va voir cette petite phrase de Bruno Le Maire, mais va créer, sur la base de 45 milliards d'euros de création de richesse supplémentaire, des milliers d'emplois. C'est ce qui est en tout cas annoncé et vendu. C'est une belle promesse, je dirais, faite par le président. Comment vous la regardez, Pascal Joannin? Et je sais que vous la regardez aussi à l'aune des pays européens, parce qu'il y a toujours ce duel France-Allemagne, qui est d'ailleurs un peu faux finalement. La France, c'est un pays des services et du tourisme, et l'Allemagne, pour ne citer qu'elle, c'est le pays de l'industrie lourde qui vend des voitures. Est-ce que c'est si vrai que ça? Parce que finalement, il y a quand même beaucoup d'industries en France. Il y a aussi beaucoup d'industries en Italie, on n'en parle pas, mais l'Italie est un pays très industriel. C'est une sorte de clichés comme ça qui restent très ancrés, qui sont un peu faux finalement. Alors vous avez raison, Arnaud, il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de stéréotypes, mais c'est plus difficile à faire changer. Ce qu'il faut voir dans le plan 2030, France, c'est qu'il se décline aussi avec un volet européen. Oui. On a parlé des semi-conducteurs, je rappelle que, bon, je trouve que c'est le commissaire français, mais c'est pas parce qu'il a ce portefeuille-là. Thierry Breton. Mais qui en effet dit que l'Europe, en général, devait en effet faire plus pour les semi-conducteurs. Il y a un plan, ce qu'il appelle CHIP en anglais. Et donc, ça va être fait au niveau européen. Donc, il ne faut peut-être pas non plus décupler les choses. Une fois que c'est fait au niveau européen, on ne va pas le faire au niveau français. Ce qui est certain, c'est que tous les pays, les grands, comme vous avez cité l'Allemagne et la France, ont besoin de faire une adaptation à des défis nouveaux, numériques, écologique, on voit bien que c'est des priorités européennes, la transition écologique. Qui est dans le plan industrie verte. Voilà, la transition écologique et la transition numérique. Et on voit bien qu'à côté de ce plan européen qui va être décliné en plusieurs fois, on ne va pas faire Europe 2030, il y a des choses, la neutralité carbone, il y a des choses pour les semi-conducteurs, pour l'innovation et la recherche. Il faut se dépêcher pour les semi-conducteurs, il faut vraiment aller vite. Parce que là, il y a une pénurie incroyable. Ça grève notre économie de l'automobile. L'automobile, les Allemands. Et donc, on a ces défis qui sont aussi en Allemagne. Le défi numérique et le défi écologique, il est aussi en Allemagne, pas sur les mêmes choses, mais donc ça accompagne, et on voit bien qu'il y aura des spécificités françaises avec donc les petits réacteurs nucléaires. Ça, les Allemands ne vont pas les faire parce que ça, c'est quelque chose d'entrée de jeu. Oui, mais on a besoin de décarboner l'économie. Donc, nous, on a fait le choix en France d'avoir fait en effet une économie décarbonée à partir du nucléaire, qui est une low carbone énergie. Les Allemands n'ont pas fait forcément ce choix. Si en effet, on ne peut pas faire que des EPR, et il y en a ailleurs, les EPR, il y en a en Finlande, il y en a en Grande-Bretagne, il y en a en Chine, bien sûr. Il y en a en Chine, et ils sont ouverts. Le nôtre, il ne marche pas. Voilà. Mais parce qu'il y a des assurances de l'autorité de sécurité nucléaire, et puis vous avez en effet tout ce qui est le fond marin. On a quand même, moi j'ai rêvé un peu de tout ça parce qu'on a parlé beaucoup de Thomas Pesquet avec l'espace, il est devenu commandant de la Station spatiale internationale. Et puis en effet le fond marin avec en effet un peu encore un inconnu. Il y a quelques missions qui ont été faites, mais c'est bien si la France, qui a des territoires maritimes un peu partout, dans toutes les mers du globe, pouvait en effet tenir en effet des choses nouvelles à partir de ces fonds marins. C'est un peu mon tropisme dans l'émission, mais on nous dit quand même que toutes ces innovations dont on ne sait pas exactement d'ailleurs comment va se répartir cette somme de 30 milliards, parce qu'au moment où on va parler du pouvoir d'achat des Français, au moment où on va envoyer un chèque carburant de 200 €, là on fait valser les milliards au-dessus de la tête des Français. On nous annonce aussi des créations d'emplois. Est-ce que c'est aussi mécanique que cela? Est-ce qu'on est là un peu voilà, on nous jette un petit peu on nous vend du rêve? Parce que là le ministre de l'économie dit c'est assuré, on va créer de l'emploi, ça va avancer. C'est aussi simple que ça. Je pense que l'intention y est. On ne peut pas contester au gouvernement cette volonté. Vous avez raison de dire qu'il y a une vraie dynamique d'installer. Pour autant, je pense que ce qui va être important, c'est capacité de continuité, quel que soit le gouvernement, que le président soit réélu ou un autre, il va falloir continuer, et c'est surtout la mise en œuvre de ce plan, c'est-à-dire qu'entreprise par entreprise, secteur par secteur. Troisième élément, là encore, et c'est la raison pour laquelle je disais que ça ne se décrète pas, mais ça se travaille, et c'est vraiment un travail c'est de l'orfèvrerie, c'est du trait, il faut peaufiner tout cela, c'est parce qu'il faut que l'offre en matière d'emploi rencontre la demande, donc il faut préparer nos travailleurs, nos concitoyens aux emplois qui vont être à pourvoir. C'est ça la Cyril, la transition est toute trouvée. Regardez cette phrase d'Emmanuel Macron. Regardez celle-ci. C'est très intéressant. Il y a une vision très État stratège avec tous les thèmes qu'on a évoqués. Et puis Emmanuel Macron, quand même, ne peut pas s'en empêcher. Il dit, quand on se compare, eh bien, nous sommes un pays qui travaille moins que les autres. Nous avons une quantité de travail allouée qui n'est pas au bon niveau, à la fois dans le cycle de vie et en horaire cumulé. Au même moment, l'Espagne, il y a quelques jours, Pascal,
évoque l'idée de passer à la semaine des 4 jours. Enfin, les Français comprennent plus grand-chose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on est un pays un peu, c'est ce qu'il dit sans le dire, mais un peu fainéant, on travaille pas beaucoup. Il y a du qualitatif, mais parce que nous avons une productivité qui est... Non mais attendez, c'est le président de la République qui le dit. Donc c'est un peu simpliste. D'abord, c'est un peu simpliste. Alors, moi, je vais remettre ça dans un discours toujours européen. C'est pas vrai qu'au niveau européen, en durée hebdomadaire du travail, on est dans la moyenne européenne, qui est à peu près à 36-37 heures par... 36,8. Voilà, 36,8. C'est donc, ça. Il n'y a pas de différence. La France est en effet dans la moyenne européenne sur la durée hebdomadaire du travail. En moi, j'avais 40,7, mais... Voilà. Quand on est sur la durée annuelle du travail, alors là, on a un petit gap avec les Allemands, mais on est avec le Luxembourg et la Belgique, donc on n'est pas tout seul. Tout simplement parce que ça nous rassure. Il y a la durée du travail. Alors la durée du travail, il a raison. Il y a le problème de la retraite et on voit pas que tous nos partenaires européens, on a déjà abordé cette question ici. Et les 35 heures, excusez-moi. Voilà. Non, mais attendez. On a abordé cette question sur en effet l'âge de départ à la retraite qui est chez nos voisins plus élevé que chez nous et sur les 35 heures, c'est pas tant les 35 heures, c'est les RTT. Ben oui. Les RTT, parce que le nombre de jours qui est pris, etc., c'est diminué là. Oui. Exactement. Cyril de Kérad, vous êtes chef d'entreprise, parce qu'indépendamment de vos activités aux ETC, c'est que vous êtes un chef d'entreprise les mains dans le cambouis. Enfin, en tout cas, les mains dans la technologie tech. Oui. C'est une expression. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'il y a cette petite musique, là, vous voyez, du président qui dit il faut pour gagner et créer de la richesse, il faut produire. Je pense que là où on n'est pas bon, c'est notre taux d'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, on ne met pas assez de gens sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'en fait, on a des possibilités d'arrêter trop tôt. On a la possibilité de se prendre quand même des périodes où on se dit je me prends 2 années de chômage. Certains le calculent quand même, ça arrive. Mais c'est surtout... Je trouve que là, il y a peut-être quelque chose qu'il ne faut pas louper avec ce plan d'investissement, c'est de donner la possibilité aux jeunes de venir sur le marché du travail. Là, on a peut-être une chance énorme. Évidemment. Parce qu'en fait, aujourd'hui... ils y arrivent quand même, ça marche pas mal, les jeunes. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, par exemple, moi, je suis en contact avec des chefs d'entreprise, notamment, par exemple, des gens qui posent de la menuiserie. Eh bien, en fait, quand on cherche un ingénieur bureau d'études, 0 problème. Mais quand on cherche quelqu'un pour poser des fenêtres, c'est quasiment impossible. Donc en fait, il faudrait prendre presque un cabinet de chasseurs de tête pour trouver quelqu'un pour poser des fenêtres plutôt que pour un ingénieur d'études. Mais vous l'expliquez comment ? C'est un problème de pouvoir d'achat, de compétences ? C'est un problème qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'on ne forme pas bien nos jeunes. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse basculer... avec ces moyens qui sont mis, j'espère qu'il y aura une partie qui sera allouée à ça, à faire de la formation courte, professionnalisante, rapide, parce qu'en fait, il faut donner du boulot. Pour flécher là où on a besoin. La flexibilité qu'il faut organiser. Il faut désormais concevoir la... Personne ne veut répondre au président de la République. Il dit on ne travaille pas assez. Moi, j'entends, il y a les retraites, parce qu'évidemment, mais il y a aussi les 35 heures. Est-ce qu'on est un pays, est-ce qu'il faut repenser notre modèle à l'aune de toutes ces propositions extrêmement concrètes ? Il faut lancer l'industrie, il faut créer de la richesse. Je vous redis, l'Espagne s'oriente vers la semaine des 4 jours. Enfin, mais les 35 heures, c'est quelque chose qui va être de plus en plus... remis en cause par la nouvelle organisation du travail. Télétravail. Voilà, où en fait, finalement, maintenant, on va basculer petit à petit sur un travail qui sera à la tâche. Et donc, en fait, aujourd'hui... De prestations. Moi, dans mon entreprise, on a des heures qui sont définies. C'est de 9h à midi et puis... 14h ou 13h30. 14h à 18h. Mais en fait... personne ne les tient. Aujourd'hui, on ne surveille pas ça parce qu'en fait, les gens, ils viennent pas au bureau tous les jours. Donc, en fait, vous voyez, tout ça... C'est le vieux code du 20e. Non, mais ça va évoluer. Jean-Claude Beaujour, avant de parler des carburants et du pouvoir d'achat, qui est un autre sujet important. Moi, je pense que c'est vraiment concevoir et reconcevoir la façon dont on va travailler, où il faut peut-être moins se focaliser sur le nombre d'heures plutôt que sur le produit. Ce qui est vous voyez, c'est le livrable. Moi, je me moque qu'un collaborateur passe X heures au bureau. Mais donc, le code du travail est plus adapté. Il peut y avoir en effet des périodes où il y a une forte charge de travail et inversement des périodes plus calmes. Il y a un problème de formation aussi, peut-être d'adaptation à des métiers nouveaux. Et puis une mobilité. La mobilité qui est encore assez peu répandue. Et quand on est chez quelque part, on a du mal à trouver des passerelles. Et oui, et mobilité aussi liée au fait qu'on a une maison et que c'est compliqué. Juste, vous êtes l'avocat, pas spécialisé en droit du travail, je le concède, mais certes, est-ce qu'il faut toucher à notre code du travail ? Parce que l'air de rien, tout ça est quand même bâti sur des codes du travail classiques. Il y a des horaires, il faut vérifier. Si un jour il y a un accident chez Cyril de Kérad, on dira il a eu un accident du travail, il était chez lui, par exemple. C'est compliqué. Ça peut, je vais vous dire, je pense qu'il ne faut pas concevoir les choses au travers d'abord les textes. Les textes sont faits pour pouvoir organiser une société à un moment donné. Il faut imaginer le demain et en fonction du demain, on fera éventuellement bouger
non seulement le Code du travail, mais éventuellement la jurisprudence du Conseil des prud'hommes et des cours d'appel. C'est comme ça qu'il faut concevoir. Évidemment, je peux avoir un accident chez moi. Avant, on aurait dit, il était chez lui, c'est pas un accident du travail. Eh bien, les juges vont se pencher un peu plus. Qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? Est-ce que c'était à une heure acceptable, etc. Ça doit se concevoir. Nous ne devons Donc c'est pas. la jurisprudence qui bâtira notre nouveau Code du travail. Si nous voulons lutter contre le chômage, si nous voulons faire progresser notre pays, nous ne devons pas être bloqués en se disant, avant on faisait comme ça et on ne peut rien faire. C'est ça. Non. Pascal Joannin, juste ces chiffres, qu'on soit bien d'accord. Nombre de jours de congés payés en Europe en 2018, Danemark 30, Allemagne 29, France 25, Espagne 22, Royaume-Uni 20. Donc c'est assez intéressant, la France n'est pas au sommet. Ouais. Et le nombre moyen d'heures de travail par semaine en 2020, selon les sources que vous allez découvrir, on va les voir. Union européenne, sur les 27 pays, c'est 40,7 en horaire. Danemark, qui est au plus bas, 38,4. La Grèce à 43,8. Et la France à 40,4. Non, c'est pour ça, c'est la moyenne. C'est la moyenne, d'accord. Donc alors, on n'est pas si fainéant que ça, quand même. En plus, ça, c'est le nombre moyen d'heures de travail, c'est pour, on va dire, un contrat salarié à temps plein. À temps plein, Or, on est vous d'accord. avez des tas de gens qui sont à temps partiel, volontaires ou pas, notamment chez les femmes. Donc voilà. Vous avez des gens qui travaillent à des heures qui ne sont pas dans des heures de la semaine, puisqu'ils travaillent le week-end, le samedi ou le dimanche. Il y a des pays où le travail de nuit. Donc tout ça est un peu hors. Donc c'est un peu facile et un peu. Mais je crois qu'en effet, il faut réfléchir. Vous avez raison sur, en effet, ce que va être le travail, parce qu'en effet, avec le Covid... Où on le pratiquera. Où on le pratiquera, Ouais. on va au bureau, on n'est pas au bureau, Bah oui. mais combien de temps on passe? En effet, il y a des périodes avec, des périodes sans, et c'est pas aussi linéaire et cadré, et je suis tout à fait d'accord avec vous, le droit, il suit la société généralement, et donc c'est à un moment donné, on s'apercevra que nos outils ne sont plus adaptés comme dans la vie, j'allais dire, civile, et que donc dans la vie professionnelle, il faudra peut-être en effet adapter les nouveaux modes de travail. Dernière partie, elle est importante, elle est dans l'actualité, parce que le gouvernement planche et va sortir, ou a sorti, ou va le sortir pour le moins, la fumée blanche sortira sur le pouvoir d'achat et le prix du carburant. Cyril de Kérad, très concrètement, c'est la bonne méthode, parce que c'est vieux comme la politique, le chèque carburant ou le chèque chauffage, sans finalement toucher au fond du problème, qui est de toucher à la TVA, au montant des TVA et aux taxes. Indirectement, ça grève l'emploi. Pourquoi ? Un salarié qui va avoir une double dépense, passer de 100 à 200 euros de carburant pour aller travailler, va se dire, moi, après mon CDD, je reste chez moi, parce que je place tout en essence et je dépense tout en électricité. Enfin, je veux dire, c'est pas très dynamisant pour l'emploi. Non, c'est sûr. Non, mais franchement... C'est sûr que c'est pas très dynamisant, mais il faut quand même se mettre à la place des personnes qui mais évidemment, sont dans un salaire qui gagnent le SMIC. bien sûr. S'ils doivent payer 100 euros de plus par mois, ça les met. Ma question est mal posée. C'est la bonne méthode, le chèque? Est-ce qu'il ne faut pas inventer un autre modèle? On retire la TVA, on passe à une TVA 5,5. Est-ce qu'on doit finalement d'abord faire payer le consommateur pour ensuite le rembourser? Puisque c'est de ça dont il est question. Mais ça, c'est vrai qu'en fait, c'est sûr qu'aujourd'hui... Moi, j'ai un peu de mal aussi avec toutes les subventions, les aides qu'on met. Alors, etc. vous payez, on vous les rembourse. Et les taxes qu'on demande de l'autre côté. Est-ce qu'on n'aurait pas moyen, en fait, de réduire les taxes globalement oui. pour permettre, en fait, du coup, de donner plus de respiration aux personnes et du coup éviter de mettre des subventions un peu comme ça. Bon, après, derrière, on est peut-être dans une urgence qui est peut-être aussi politique, temporaire aussi. Et politique, non politique. Oui, vous n'avez pas le dire. Certainement politique aussi. Oui, c'est politique. Mais voilà, donc en fait, c'est peut-être un effet là, voilà. Très conjoncturel. Enfin, il y a quand même cette idée, Jean-Claude Beaujour, que c'est pas nouveau cette histoire de chèque. C'est pas la première fois. Voilà. Oui, enfin, moi je suis toujours très réservé. Je suis toujours très réservé sur les chèques qu'on fait comme ça, parce qu'il y a un côté. Il ne faut pas oublier que notre pays est le pays qui dépense le plus en termes de solidarité, et ça grève aussi le reste du budget. Donc il faut aussi donner de la dynamique et décultiver, déconstruire, c'est le cas de le dire, l'idée suivant laquelle on doit toujours être la main tendue, y compris lorsqu'on est, que ce soit une personne physique ou que ce soit une personne morale. En revanche, moi je serais pour le fait qu'on remette à plat toute la fiscalité sur les carburants. Bonne idée. On remette à plat les taxes. Alors, je ne vais pas me faire les amis chez Bruno Le Maire, mais
à un moment donné, il faut qu'on réfléchisse à la façon dont il faut gérer le problème sur le moyen long terme, parce que vous venez de le dire, l'échec c'est du très court terme, ça ne change pas notre mentalité. Et c'est lié à l'inflation dont on ne sait pas si elle va être provisoire, si c'est un ou conjoncturelle. Ou conjoncturelle, ou si elle va en effet avoir une tendance à être pérenne et à augmenter après avoir été l'Allemagne, très basse. Voilà. 5,5. L'Allemagne a une inflation qui est supérieure à la nôtre. Tout à fait. Et aux États-Unis, il y a une inflation aussi. Donc c'est un peu global. Alors est-ce que c'est post-reprise, Covid, etc. Et l'Allemagne plus touchée que la France pour l'instant. Et donc en effet, oui, bien sûr. Et c'est une vraie question parce que bien entendu, qui dit inflation dit hausse des prix qui se répercute à la pompe sur les consommateurs ou sur les consommateurs, bien sûr. Il y aura hausse des salaires aussi, forcément. Enfin, la discussion. Oui, mais même pour la hausse des salaires, il faut faire attention parce que tous les secteurs, tous les salariés ne nécessitent pas l'aide que l'on peut comprendre. Par exemple, il y a des secteurs qui sont plus touchés, l'hôtellerie, le bâtiment. Ce sont des secteurs qui ont besoin d'un coup de pouce. Où les salaires sont faibles. Où les salaires sont faibles, alors que d'autres. Donc il faut faire très attention en fonction des secteurs. Il faut que ce soit généralisé parce qu'en plus, les hausses de salaire, c'est durable et donc ça, c'est pas quelque chose. Et si l'économie repart, etc. Ben vous avez, on ne reprend pas aux salariés ce qu'on lui a donné en augmentation. Exactement. Donc on est d'accord. Il faut avoir un équilibre et c'est pour ça que c'est une stratégie à moyen terme et long terme me paraît tout à fait utile pour pas se précipiter et faire des choses dans l'urgence. Juste Cyril Leclerc, là, je me tourne vers celui qui représente les EDC sur ce plateau. Vous avez une très grosse responsabilité. Ma question va être lourde. Est-ce que votre organisation, puisque vous aviez un stand au MEDEF, à la REF, à Longchamp, vous prenez la parole politiquement, en quelque sorte. Est-ce que votre organisation, votre mouvement dit oui, dans un contexte d'inflation qui commence à dépasser la barre des 2, dans un contexte de hausse des prix d'électricité, des carburants, est-ce qu'il vous semble légitime et nécessaire d'augmenter les salaires? Qu'est-ce que vous dites sur ce sujet? Non, nous, oui. Enfin, en tout cas, ce qu'on pense, nous, c'est qu'en fait... Pas facile, ma question. Hein. Non, mais les personnes doivent être payées au juste prix et le partage de la valeur dans l'entreprise doit être fait avec toutes les parties prenantes. Et pour nous, ça, c'est quelque chose sur lequel on ne déroge pas. On est sur une bombe sociale, Cyril. Oui, on est quand même sur quelque chose qui est sous-jacent. Mais en fait, on est aussi dans une économie aussi aujourd'hui quand même qui marche bien. Il y a de la pénurie. Mais ça veut dire qu'aussi il y a beaucoup de demandes, donc en fait il y a quand même aussi des marges de manœuvre qui se créent pour les entreprises. Donc en fait, je veux dire, aujourd'hui on voit bien qu'il y a aussi quand même une augmentation un peu des prix, l'augmentation donc vous devez des choses. Donc en fait c'est pas choquant que aussi ça s'accompagne d'une augmentation. Donc vous nous dites que vous êtes en train, je ne sais pas si vous avez tranché cette question, je ne sais pas si vous êtes tous d'accord quand vous vous réunissez, mais vous êtes tous d'accord pour dire que vous, chef d'entreprise, qu'il va falloir faire un effort sur les salaires ou pas? Où vous dites attention, prudence, soyons un peu vigilants. De toute façon, un chef d'entreprise, c'est lui qui dirige son entreprise. Bien sûr, c'est pas Bruno Le Maire qui décide. C'est la discrétion de chacun. Donc en fait, nous pareil, on va pas dire à chacun comment il doit faire. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, nous, notre mantra, c'est vraiment de bien partager la valeur, la etc. richesse. Voilà. Et donc en fait, ça c'est important. Et derrière, ce qu'on veut aussi surtout pousser le plus en ce moment, c'est l'inclusion de tout le monde dans l'économie. Et là, on a peut-être une fenêtre en ce moment avec une économie qui repart, avec des investissements qui sont faits, avec l'État qui veut soutenir la relance, peut-être d'intégrer les plus fragiles dans l'économie. Peut-être qu'on a, avec la formation, avec ce qui nous est donné aujourd'hui, il ne faut peut-être pas louper ça, quoi. Peut-être plus que du pouvoir d'achat brut, classique. Jean-Claude Bonjour et Pascal Jonin. J'entends beaucoup cela des dirigeants que nous accompagnons, où effectivement l'idée c'est attention, on veut les meilleurs, donc on est prêt à faire un effort pour avoir dans toute la gamme les meilleurs, mais attention, ils nous disent aussi, nous disons très clairement aux salariés ou aux salariés candidats, nous n'irons pas au-delà d'une certaine somme. Vous avez la main, mais n'allez pas trop loin. Absolument, c'est cela. Et je pense que c'est là où on assiste, moi je le vois bien au travers de ceux de mes confrères au cabinet qui font du droit social, on assiste quasiment à un début de commencement de changement de culture où il y a une discussion plus apaisée sur ce sujet parce que chacun a compris, y compris avec ce qu'on vient de vivre, que la situation pouvait être particulièrement dramatique, que ce soit pour l'entreprise, mais aussi pour les salariés. Donc on a bien compris que là, il faut peut-être revenir à d'autres méthodes de travail et de coopération. Je suis d'accord, il faut des choses qualifiées, bien évidemment, mais il faut aussi ne pas laisser les gens qui n'ont pas fait d'études, etc. Où on a besoin... Je parle de qualification, pas parler de diplôme, absolument. Et donc, moi, je vois un petit peu ce qui se passe en Europe. Il y a quand même plus de flexibilité, plus de mobilité,
l'apprentissage n'est pas maltraité parce que, au contraire, le patron de l'ESA, j'avais fait un ouvrage dans lequel je disais précisément qu'il fallait développer et valoriser l'apprentissage. Voilà, c'est mal vu, etc. Ben Donc, oui. je pense qu'il faut en effet valoriser toutes les formations et pas seulement celles, etc. Aussi faire des formations en fonction des besoins ou d'imaginer celles qui vont Pascal, être. Voilà. il y a les mêmes débats en ce moment dans certains pays européens. Encore une fois, je cite l'Allemagne, mais il y a l'Espagne, il y a Oui, l'Italie. bien sûr, il y a regardez, l'industrie automobile allemande. Bien sûr, il faisait des moteurs avec des énergies La qualité. fossiles. Ben maintenant, il va être obligé de alors, il y a Volkswagen passe à l'électrique. il y a l'électrique, il y a l'hydrogène, donc tout ça, ça va complètement faire tabula rasa des formations, etc. Ce débat du pouvoir Mais d'achat. l'apprentissage en Allemagne, c'est valorisé. C'est dans la culture C'est dans la allemande. culture allemande. Donc vous avez en effet des gens qui. Et puis ça permet éventuellement, même ce effet d'apprentissage, de pouvoir passer des portes au fur et à voyez, mesure et une progression, une Alors, promotion je trouve sociale. aura le dernier mot je rencontre Ah, maintenant, Jean-Claude je Beaujour, rencontre peut-être. maintenant je rencontre maintenant des cadres dirigeants, des responsables d'entreprises qui vont désormais vers des filières dites de moindre excellence pour dire, ben justement, le vrai pacte social, ça va être celui-là. Je vais aller chercher ceux à qui on n'a pas forcément donné sa chance. C'est vrai. Je vais les aider, je vais les promouvoir, je vais faire en sorte que lorsqu'ils vont se réveiller le matin, ils seront fiers de dire, je suis là, je vais là, etc. Avec l'apprentissage d'une langue étrangère pour pouvoir avoir un peu de Je suis mobilité. convaincu parce que de cela. ça, Ouais, ouais. c'est. Je suis essentiel. convaincu de cela. Nous sommes J'ai d'accord. trouvé une jeune femme à Lens l'autre jour qui parlait le japonais. Eh ben, écoutez, Une oui. femme à Lens par le japonais, mais c'est une anecdote folle. Et c'est Jean-Claude Beaujour qui aura le mot de la fin aujourd'hui. Souvent, il a le mot de la fin, Oui, vous remarquerez. souvent. Merci Jean-Claude Beaujour, Merci. avocat international en droit des affaires, vice-président de France-Amérique. Merci à Pascal Joannin, je ne présente pas vos livres, nous sommes en retard, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Vous revenez évidemment quand vous le souhaitez. Et Cyril de Kéral, PDG de Powell Software et membre des entrepreneurs dirigeants et Merci. chrétiens. Ils vont se réunir sur le pouvoir d'achat, j'en suis sûr. Là, ils vont en rediscuter. Ça fera émerger peut-être une ligne sur ce sujet. C'est pas si simple, cette question du pouvoir d'achat. C'est bientôt terminé, on termine par fenêtre sur l'emploi. Ça vous est peut-être arrivé, vous trois. Le langage corporel, il dit tellement de choses pendant notamment un entretien d'embauche. Le recruteur ne fait pas qu'écouter, il vous regarde. Et évidemment, parfois, c'est dévastateur. On en parle tout de Ou suite. même sur votre plateau. Et oui, sur notre plateau aussi. On en parle avec Amélie Fabrugité.